Ça s'est situé entre un samedi et un dimanche. Mais quand on est arrivé le lundi à la boîte, l'affaire était déjà passée, quoi. Dans la population, l'histoire d'Algérie, c'était une parenthèse, quoi. À la portion dans les ateliers. La portion est un lieu où on peut discuter pas mal. Il n'y a que 20 minutes, mais on peut toujours faire passer des tas de choses là. Mais si vous voulez, il y avait une réticence à. Hein, tu comprends, je sais pas bien. Avant la guerre, il n'y a rien, c'est bon, on est bon. Puis après la guerre, ça commence quelqu'un. Mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, non, non. Si vous voulez, on parle, on dit que mauvaise langue, voilà, comme ça, pour aller, ça y est. Et puis il y a eu, si vous voulez, quand même une évolution des gens par rapport si vous voulez, par rapport à leurs gosses qui étaient en Algérie. Hein. Et dernière année, ou deuxième, troisième année, les Français ils commencent, il y en a marre avec la guerre. Hein. Ah oui, ils ont commencé avec, il y en a marre avec la guerre. Hein. Je vous dis, voyant revenir le cercueil de Gilles Born, celui après de Scorzac, d'Émile, d'un troisième dont je n'ai pas retenu le nom, le petit de fraise qui est revenu, Edmond je ne sais plus comment, avec une jambe à hauteur de la cuisse, ça suffit à vous motiver, enfin moi personnellement. Et puis je trouvais que, franchement, se battre pour la paix en Algérie et pour des jeunes qui ne voulaient pas aller en Algérie, parce que ça coulait de source. Moi j'ai commencé ma vie active militante, si vous voulez, en allant voir le curé de Côte-Car, curé Labrosse qui s'appelait. Et quand on lui a dit, avec la JOC, il faut faire quelque chose avec les JC contre la guerre d'Algérie, contre les départs des soldats, il nous a dit bien, je vais faire quelque chose et je vais faire des prières le dimanche. Donc vous pensez bien que ça ne peut pas rassurer et là vous allez voir ailleurs. C'est là que vraiment je me suis, je dirais, impliqué au JC. C'était la paix en Algérie, tout ça, mais on parlait pas d'autodétermination, on parlait pas de la possibilité d'avoir pour eux-mêmes. L'autodétermination, c'était pas un mauvais choix en soi, mais en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne un jeune à qui vous allez dire, vous allez faire votre service militaire à 1000 ou 2000 km de votre pays, pour moi, j'ai toujours eu dans mon esprit, une armée, elle peut vaincre une autre armée, mais une armée, elle ne peut pas vaincre un peuple qui lutte pour sa liberté, c'est pas possible. Beaucoup de distribution de tracts, on faisait des marchés, beaucoup les marchés, il y avait de gros marchés à l'époque. On discutait beaucoup. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est que tous les syndicats à l'époque étaient contre ces mouvements de troupes, on va dire. Donc c'était la CFTC, et la CFTC, il y avait des jeunes et des parents de jeunes qui venaient dans les manifs qu'on faisait. Donc on avait un grand terrain de jeu, c'était la gare de Châteaucreux. Nous on partait, on allait peindre sur les wagons, on en Algérie, mais souvent il fallait des jeunes bon, ils étaient lestes en règle générale, mais il ne fallait surtout pas oublier d'avertir la police des voies pour leur dire attention, cette nuit on va faire un peu de peinture. On a oublié une nuit, on s'est pas fait prendre, mais il y en a un qui a laissé son pantalon parce qu'en sautant le mur, il s'est fait déshabiller. Bon, dites ça. Et oui. Et il est rentré chez la grand-mère en slip. Oui. Il y a eu des empêchements de train, oui, ça c'est clair. Devant la voie empruntée, c'était une masse de 100 ou 200 personnes, donc c'est pire qu'un sur les rails, quoi. Et puis, il y avait une grosse solidarité avec les cheminots. Les cheminots étaient des gens très actifs. La guerre d'Algérie, pour nous militants syndicalistes, elle a été immédiatement le fait de dire ils ont droit de décider eux-mêmes de leur avenir. Les Français de gauche, de ça, ils savent. Ils savent. Le droit de l'homme, ils savent. Mon père avait des responsabilités syndicales au sein de la CFTC du Chambon-Feugerolles.
il faisait partie de ceux qui, à la CFTC, ont d'abord voulu lutter pour l'autodétermination des peuples. À la CFTC, au début, ils étaient très peu nombreux à être sensibilisés aux problèmes de l'Algérie. Et quand on avait des syndicalistes qui venaient à la maison qu'on rencontrait, on entendait parler des problèmes de la vallée de l'Ondaine, des problèmes de conflits ouvriers, de problèmes d'entreprise, mais jamais de la guerre d'Algérie. Je pense que il y avait quand même beaucoup de divisions et tout le monde n'était pas d'accord, même au sein du syndicat. Ouais. C'était pas si simple. Et c'est à partir du moment où, en 1959, la Confédération a pris cette position, qui était relativement claire, que nous, on a suivi, quoi. C'est l'enlèvement du vicaire de Firminy, l'abbé Matricot, avec qui on travaillait, hein, et qui un dimanche avait dit un peu ce qui se passait, avait parlé de la possibilité des gens de pouvoir prendre. Hein. Donc il s'est fait embarquer. On l'a appelé à 2h du matin pour lui dire qu'il fallait qu'il aille donner les derniers sacrements à quelqu'un qui allait mourir. Il est parti, on l'a embarqué, on l'a monté sur la route de Saint-Just, on l'a mis à poil, et on l'a passé au goudron, et on l'a laissé sur place. Et il a retrouvé ses habits à la cure de Firminy. Alors là, on prend le bas de combat, hein. C'était dans la nuit, le matin à 8h du matin, on le savait, hein, c'était... Hein. Donc il fallait resserrer les rangs d'une part, et d'autre part réagir. Alors on a réagi en vendant témoignages chrétiens aux sorties des messes. Alors il y avait deux équipes, l'équipe qui vendait, et puis l'équipe qui était derrière, prêt à intervenir au cas où. Comme beaucoup de commerces ou de maisons au Chambon-Fougerolles, le local de la CFTC avait été badigeonné par des inscriptions OAS. Les responsables donc, de la CFTC sont donc allés porter plainte à la gendarmerie. Suite à cela, eh bien, mon père a reçu une lettre d'Alger le condamnant à mort, simplement parce que si on considérait que si ceux qui avaient fait ces inscriptions étaient retrouvés et sanctionnés, mon père serait immédiatement exécuté. Je me souviens très bien le jour où on a reçu la lettre à la maison. Tout le courrier était posé sur le buffet et cette lettre est restée là. Mon père est resté figé, il n'a rien dit. Personne à la maison n'a rien dit du tout non plus. Et on ne nous en a jamais parlé ouvertement. Ça se disait, dis, tu as su, le Jean, il est condamné à mort par je sais pas, l'OS. Voilà. Hein, mais voilà, c'était... hein, et c'était le bouche à oreille, quoi. On est dans un petit village, là. Hein. À la suite de ça, tous les jours, mon père avait des réunions, et chaque fois qu'il rentrait,
Maman regardait la montre, tout le monde était derrière la fenêtre. Et s'il avait un petit peu de retard, c'était l'angoisse. On regardait la rue par un petit fenêtron qui était dans le couloir. Et puis quelquefois, on voyait des gens qui faisaient des allers-retours dans la rue. Donc on se demandait si c'était pas des gens de l'OAS qui pouvaient même le supprimer sous nos yeux, quoi. Alors, le gars qui était condamné à mort, on l'amenait travailler, on le prenait pour chercher de travailler. Hein. Deuxièmement, il y avait un plan d'évacuation de ce gars-là, passant par un certain nombre de choses. Troisièmement, il y avait un plan de repli des militants en cas de casse. Quatrièmement, les archives étaient prêtes à être mis à l'ombre, ce qui a été fait dans la nuit du putsch. Il y avait un système qui faisait que tous les militants, en demi-heure, étaient avertis des problèmes. Toi, tu dis ça à lui, qui va dire, etc. Il y avait là, hein. Autrement dit, en demi-heure, l'ensemble des militants de Fiamini étaient avertis de tous ces problèmes-là. J'étais secrétaire de l'Union locale CFTC de Fiamini. J'avais quelqu'un qui suivait les problèmes, mais il n'y a que moi qui savais qui c'était. Vous voyez, on est intervenu en état de guerre, quoi. Le fait de la guerre d'Algérie a permis que l'on, pour la première fois, d'autres organisations syndicales, hein, qu'on puisse se rencontrer sur ce problème-là, où on avait les points communs. Ça a permis après à ce que l'ensemble de ces organisations syndicales montent les manifestations qui ont eu lieu. Alors le point d'orgue, c'est la manif lors du putsch d'Alger. Dans les baraquements, c'était épouvantable. Il y avait nos baraquements sur un baraquement au Suzanne, là, qui était une ancienne briqueterie, où on avait mis des planches en travers, où ils avaient un lit, et il y avait un grand lavabo en acier au fond, là où ils pouvaient se laver, et ça n'était pas chauffé. San Pico, oui, oui, à San Pico, à cette époque, oui. Il n'y a pas de logement, ça, c'est pour tout le monde. Hein. Et le baraquement, c'est de l'usine même. C'est de l'usine, c'est lui qui a... Ah oui. Alors après a eu lieu le regroupement familial. Et ce regroupement familial a fait qu'une grosse partie est arrivée à la Roméal Boucher. Il y avait des appartements. Le loyer était pas cher. Et c'était très près soit des mines, soit de Fiamini, c'était pas très loin. Et c'était assez mélangé parce qu'il y avait, à la Roméal Boucher, il y avait des Portugais, des Espagnols, des Italiens, et puis les Maghrébins, donc, et puis les Français. Et ça vivait à peu près correctement dans ce domaine-là. Vous travaillez les Maghrébins à Creusot-Loire, hein, à CFL, enfin, à la Moulerie Malherbe. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient dans les travaux les plus pénibles, à la Moulerie Malherbe, puis d'autres dans des secteurs de la tréfilerie, etc. Mais aux travaux pénibles, sur CFL, où il y avait 5000 ouvriers, il y avait pas loin de 1000 Maghrébins. Et puis dans les mines et le bâtiment. Ici, là-bas, ça fait deux. Là-bas, là, au travail, on touche la paie, la fin du mois, on va arriver, payer le loyer, payer tout ça. Mais là-bas, on ne travaille pas, il n'y a rien. Hein. J'ai travaillé à la morne maniable. Après, j'ai travaillé au matelas. Alors que je travaille comme les autres. Bon, ça va.
encore 54, ça commence comme ça, c'est un peu, mais après 55, 56, alors là, ça chauffe Marseille, jusqu'à 57, 58, ça chauffe Marseille. Alors ça commence à Omar Harra, comme je parlais l'autre jour. Avant, il était le parti de Missali El-Haj. Il était pour le syndicat ODP. Hein. Après, quand ils ont emmené là-bas, à l'Algérie, il a resté 6 mois, je crois bien. Il a bien embarqué. 6 mois, je ne sais pas. Après, quand il a retourné, il vient la Falaine. C'est là-bas aux prisons qu'il a été. C'est là-bas que ça, c'est quand la Falaine. Après, il est venu d'ici, il a commencé la Falaine. D'abord, il y a lui, il y a son frère Rachid, il y a sa sœur Zina, mais c'est lui le cerveau, quoi, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a de tête. Hein. Il aime pas beaucoup de violence, sauf un gars qui cherche, lui. Alors là, après, quand la Falaine a explosé, ben, ils attrapent les gens. Tu fais ou tu fais pas, c'est mieux que tu fais avec eux, c'est mieux que tu vas avec eux. C'est pour le talent. Si tu ne vas pas, ils voient quelqu'un qui est bien ou ils savent comment diriger. S'il ne va pas, il fait tes premières, deuxième, troisième, allez hop, balayé, boum. Moi, ce jour-là, Omar Harrak, il m'a fait. Un jour, il m'a convoqué. Il m'a convoqué là-bas, il est venu dans le barak. Moi, j'ai dit, ouais, ah, c'est beau comme ça, comme ça. Il veut encore à cette époque me dire dans le groupe de chouk. Il veut me dire, oh là là, non, je dis à M. Omar, comme ça. Je dis à M. Omar, moi j'en ai un père de 4 enfants. Je ne peux pas, je rentrais dans ma place, c'est danger ça. Après, il a regardé comme ça, il a dit oui, ils avaient raison. Il y avait une équipe, mais j'ai connu une dizaine de gars qui étaient du GTA, c'est tout. Alors, au sein de l'entreprise, le GTA, au sein par exemple d'une boîte comme ici, c'était si vous voulez, le correspondant du FLN, hein, et c'était le ramasseur de sous. Tous les mois, je donne 10 francs. Il y a un commerçant, tout ça, il donne plus. Ah, qui ne donne pas, c'est derrière lui. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas attendu qu'il a tué, mais il met tout à part, quoi. Mais celui qui ramasse l'argent, il ne va pas d'ici. Tu ne connais pas? Pas des réunions, on dit ça, ou les jours qui ont fait les jours qui gagnent l'indépendance, comment on va faire, comment. Des amis là-bas, voilà, des amis dans la cave. On passait plus loin que la gare de Ignou, là-bas. Je renseignais les gens qui viennent. Où vous êtes? Où l'autre cité? Avec quoi parler? Avec quoi de ça? Ah oui, tournez gauche, droite, tel. Moi, j'ai les informations, tout ça. L'autre, il a le machin. Les gens de criminels, les spéciales. Ah oui, ça ne peut pas mettre quelqu'un avec l'autre. Hein. Ah oui, il est bien stable, cet Omar. Attention. Hein. Le manal, pour le part, il travaille avec la police. Oui. Il aime l'argent, quand le part, il aime l'argent, qui ramasse déjà l'argent. Il y en a qui. L'autre, il a tué quelqu'un je crois, troisième juin de Omar. Rue de Voltaire. Il tient le café là-bas. Il tient un café là-bas, lui. Il tient le café. Il marche avec la police. 3 fois. Première fois, il n'est pas mort. Deuxième fois, ils ont fait une grenade. Il a fait la grenade, il a jeté la grenade, il a éclaté dehors, ça vous comment. Troisième fois, il est venu vers lui. Allez. Il est venu, il a donné 2 bières. Lui, il a cherché 2 bières. Alors, quand il a fait le tac, il a vu les gens, il n'est pas d'ici. Il a dit, c'est pas d'ici, ça.
Je ne le connais pas, ces gens-là. Et eux, ils viennent de Lyon, ils viennent de Paris. Ah oui, quand, comme ça, quelqu'un qui déplace, hein. Ils ont été, s'il vous plaît, écrasés, quoi, il a dit. Ah oui, on était plus forts qu'ils ont peur de nous après, hein. Le Félin, il a beaucoup pris de poids, hein. Ah oui, le Félin, malgré la police, ils arrêtaient, mais là, où il est ton père, où est ton père, il a pris par le ah, bon, je remplace. Et, Enfin, c'était AFI à ce moment-là, avait embauché le colonel Reyes pour les surveiller. Hein. Le colonel Reyes, c'était le patron de tous les lieux où il pouvait coucher et tout ça. Et c'était lui qui était le patron dans ce domaine-là. Quand vous avez 1000 personnes qui sont dans une boîte comme AFI, c'est pas difficile. Hein. Est-ce que sur les 1000, il y en a 800 qui sont dans le même atelier? C'est pas. Hein, si vous voulez, ils se situaient dans un des secteurs, les 800 se situaient dans un secteur de l'usine qui était facile à contrôler, avec une sortie, tout ça, quoi. j'ai parlé avec un gars, il va parler avec moi. Et juste en face de la mairie, un jour de la foire, l'église là-bas, parce qu'en face de la mairie, j'ai vu deux bonhommes. C'est des inspecteurs, bien sûr. C'est des inspecteurs. Après, il a allumé le flash comme ça. Il a dit, j'ai dit moi à mon collègue, j'ai dit écoute, regardez là, la face de la mairie, juste devant la mairie. Regardez ça, ça a des choses, attention, c'est d'autres choses. Oh, dis-toi, toi, tu es toujours des mots, viens. Mais viens, j'ai dit écoute, mais viens, mais tu vois, toujours, même pas, on descend au milieu de la place. Tout vrai, on parle. Lui, il veut lui parler. Tac, oui. Le flic qui vient, c'est pas eux qui m'ont fait flasher. Les autres. Provisoirement, on a arrêté peut-être 10-15 fois. Provisoirement, là, le commissariat, quand le commissaire Garnet, là, c'est un grand costaud. Il est bien, lui. Quand il voyait comme ça, il n'est pas méchant. Une fois, on était au café le matin, et Garnet rentre avec le flic. Oui. Garnet, quand il m'a vu comme ça, il joue la carte avec Zaimi, avec le père Zaimi, il joue la carte et tout ça. Quand il m'a vu comme ça, il a dit, non. Il a dit, non, pas les jeunes, il ne faut pas déranger les jeunes. On est resté, je ne sais pas moi, il a ramassé 2 poignées de salade, il est resté rien que nous deux. Moi et ma copine, comme ça, on boit le café au lait, le matin à croissant. Ah, Garnet, les droits, hein. Si vous voulez, d'abord, on a eu un contact sur le terrain avec un maghrébin qui était du FLN.
Alors on les a aidés en lui sortant des papiers, par exemple. Mais c'était pas des tracts, hein, c'était des petits papiers. Voilà. Mais c'était un gars qui avait une vision des choses qui était comme ça, quoi. Voilà. Et l'argent, qui est-ce qui passe l'argent, qui nous le collecte comme ça, l'argent? Qui est-ce qui passe l'argent? Vous ne savez pas? Ah ben j'ai dit, c'est les Français qui passent l'argent à la Suisse. J'ai dit franchement, en arabe là-bas, ils voyaient là-bas prison, arrête-toi là-bas. Ils fouillaient tout, le papier, tout ça, passeport, carte d'identité. C'est les Français qui passent l'argent. Alors la part active que mon père a prise dans ces réseaux, c'était essentiellement de recevoir à la maison des responsables du FLN. Donc quelques-uns résidaient en France et d'autres étaient en Algérie et venaient en France de temps en temps. Mais il y avait des gens qui étaient importants. Ça, ma sœur aînée le dit souvent, elle dit, on sentait que c'était des gens qui avaient des responsabilités au sein du FLN. Alors soit ils se réunissaient, c'était soit pour se réunir, soit pour coucher, pour dormir et être à l'abri, quoi. Mais moi j'ai plutôt l'impression que les gens qui passaient à la maison ne restaient pas trop. D'abord parce que je pense que mon père a été assez vite assez surveillé, donc il fallait peut-être être discret, et puis, mais c'était surtout pour des réunions et discuter. Je n'ai jamais vu de valise, je n'ai jamais vu d'argent passer, je n'ai jamais vu de... Mais ça devait se faire aussi quand on était couché, parce que moi j'avais une dizaine d'années, donc bon, on voyait très peu les gens à la maison, hein. Ils arrivaient assez tard et pour qu'on aille se coucher et que tout puisse se passer dans la discrétion. La guerre était finie. Hein, voilà. Et nos petits, ils ont pu se faire descendre avant, quoi. Donc il n'y a plus de tellement de... Hein. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu, comment dirais-je, il n'y a pas eu de... Par rapport aux maghrébins qui étaient là, quoi, il n'y a pas eu tellement de ressentiment, quoi. Hein. Les travailleurs sont solidaires.